had been vaccinated with influenza were more susceptible to coronaviruses. Coronaviruses are in every animal. So if you've ever had a flu vaccine, you were injected with coronaviruses. And then to put on a mask. This doesn't make any sense. We wear masks in an acute setting to protect us. We're not wearing masks. Why is that? Because we understand microbiology, we understand immunology, and we want strong immune systems. Masks literally activate your own virus. You're getting sick from your own reactivated coronavirus expressions, and if it happens to be SARS-CoV-2, then you've got a big problem. You're not the first virologist who has told me that we're doing the exact opposite of what we should be doing to contain and to create immunity from this virus. Dr. Mikovits, thank you so much for your time. It's been a real honor to sit here with you, and particularly thank you for your courage. Thank you, Mickey. I appreciate it a lot. Docteur Christian Thalschaller, bonjour à vous. Bonjour Frédéric. Eh bien, je suis ravi de vous revoir. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Nous avons travaillé récemment à quelques vidéos qui ont fait un petit peu de fracas, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, indépendamment de celles que vous avez faites sur votre chaîne, que nous apprécions toujours autant. Oui. Donc, pour ceux qui sont intéressés aux chemises de Monsieur Thaler, si vous voulez savoir où les acheter, c'est introuvable. Voilà, comme ça c'est dit, et on peut passer aux choses sérieuses. Excellent. Donc, aux choses très sérieuses d'ailleurs, puisqu'on va parler de nouveau des vaccins, de ce qui se passe en ce moment avec ces vaccins qu'ils sont censés nous faire. Nous avons parlé du Covid-19, ce virus qui a été fabriqué, et je le confirme une fois de plus, par l'Institut Pasteur en France. C'est une réalité. Encore une fois, personne ne peut le nier, ne peut dire le contraire. Vous faites partie des co-signataires de cette vidéo avec le professeur Fourtillan et le docteur Serge Rader, à qui nous transmettons le bonjour d'ailleurs. Et vous allez un petit peu nous expliquer maintenant où nous en sommes par rapport au retour de ces vidéos, par rapport à ce vaccin. Alors voyez-vous, il y a deux choses. Pour le Covid-19, je pense que nous avons tout dit. C'est que nous avons vraiment montré la responsabilité de l'Institut Pasteur, le fait qu'il était bricolé par des gens qui ont véritablement voulu fabriquer un vaccin tueur. Et ça, on a beau dire ce qu'on veut, c'est la réalité. Ils ont fabriqué un virus avec l'intention de nuire aux gens. Et ils ont correspondu au plan que Bill Gates avoue depuis 20 ans, qui est de diminuer la population mondiale. Donc ça s'appelle un génocide planétaire. Moi, c'était le titre d'un de mes livres qui a déjà 5 ans. J'ai pris conscience il y a déjà 5 ans que les vaccins correspondent, celui-ci et tous les autres, correspondent à une mise sous tutelle des êtres humains. Et Bill Gates le dit lui-même, son but c'est vacciner 7 milliards d'individus. Mais le but pour lui, c'est pas de protéger les gens. C'est pas du tout le vaccin pour protéger. C'est le vaccin pour que grâce aux nanoparticules, les gens ne puissent plus penser par eux-mêmes, mais qu'ils soient, grâce aux satellites et à la 5G, ils soient obligés d'obéir ou même se faire tuer sans qu'ils s'en rendent compte. Donc on a véritablement affaire à quelque chose qui est diabolique, qui est effroyable, qui est, peu importe les mots, mais qui est un plan d'une envergure colossale au niveau de la planète. Mais la grande difficulté que les gens ont, c'est que c'est tellement énorme qu'on n'arrive pas à croire ça. Si moi je dis je vais tuer ma belle-mère, les gens vont pousser des hurlements. Mais si je dis je veux tuer des millions et des millions de gens, ça passe comme ça. Parce que Bill Gates a tellement bien réussi à empoisonner tous les médias, toutes les institutions, que ces gens répètent ce que dit Bill Gates sans étudier ce qu'ils pensent vraiment. Et alors lui maintenant il dit ah non, j'ai jamais dit que je voulais tuer des gens, et il l'a dit. Et ça, c'est sur des vidéos, enfin, on peut retrouver ça. Donc, ce qui est passionnant à comprendre, c'est que nous sommes vraiment à un état de, non seulement ce vaccin n'a pas de sens, mais tous les autres n'en ont pas. Alors moi, c'est ce que je m'évertue de dire depuis plus de 50 ans, c'est que la vaccinologie est une religion qui s'appuie sur des dogmes, mais ce n'est pas de la science. Parce que scientifiquement parlant, ça ne tient pas la route. C'est parti de Pasteur.
Le grand Pasteur, il a cru que les virus, les bactéries étaient des ennemis, qu'il fallait tous les tuer à coups de vaccins ou de chimie, et ça a lancé toute cette grande illusion pasteurienne de lutte contre. Que la maladie, c'est un ennemi qui vient de l'extérieur, et que je vais me protéger par des vaccins, des médicaments. Et tout ça, c'est un monde qui s'effondre grâce au progrès de l'immunité depuis 150 ans. C'est qu'on a vu que l'immunité est une affaire personnelle. Chaque individu a son système immunitaire à lui. Qui est très bien fait d'ailleurs. Qui est remarqué, qui est fait avec une intelligence colossale. N'oublions pas que dans un corps humain, il y a 8 milliards de réactions chimiques à la seconde. Donc c'est d'une intelligence, le système immunitaire, c'est un hymne à l'unité qui gère non seulement nos cellules, mais les milliards de virus et de bactéries qui sont dans notre corps et autour. Il y en a partout. De toute façon, quand on respire, il y a des virus partout. Tout ça, c'est un monde colossal. Et alors, la grande erreur que Pasteur a faite, c'est de croire que le système immunitaire était un imbécile et que pour que la santé vienne, il fallait des mesures extérieures. Et ça a donné Big Pharma. Vaccin d'un côté, médicament d'un autre, et c'est très calculé. Le vaccin va rendre les enfants malades, parce qu'un vaccin, ça casse l'immunité cellulaire. Et puis quand l'enfant est malade, on lui donne des médicaments. Et on arrive à ces chiffres hallucinants que, par exemple, aux États-Unis, 54% des enfants ont des maladies chroniques. Alors, je vais quand même faire une petite analogie avec la localité où vous vous trouvez actuellement. Nous sommes dans le sud de la France. Et il y a une tradition, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je n'aime pas trop, mais bon, ça s'appelle la ferrade. Oui. Hein, sur la ferrade, donc, il y a un marquage au fer rouge des malheureuses vachettes, hein, bon, qui n'aiment pas ça du tout, et je les comprends ô combien. Et voilà ce qu'on est en train de faire à l'humanité, donc, avec ces nanoparticules qui vont être introduites dans le vaccin. Je profite d'ailleurs au passage pour dire à l'AFP, l'agence France Presse, nous n'avons pas prétendu donc, que l'Institut Pasteur et Microsoft avaient breveté un vaccin. D'accord ? Le brevet du vaccin, on pourrait dire, c'est seulement, évidemment, Pasteur, l'Institut Pasteur. Microsoft n'ayant fait que les nanoparticules. Et ces nanoparticules, pour revenir à notre petite ferrade, va permettre évidemment de marquer tous les gens vaccinés. Donc en un instant, avec un simple smartphone, on pourra dire « Ah, vous avez été vacciné, vous ne l'avez pas été. » Pardon. Donc vous ne passez pas et vous passez. C'est un petit peu ça finalement. Donc il va être très facile de reconnaître les gens qui se sont fait vacciner et ceux qui ne l'ont pas été. Tout à fait. Et je pense que c'est difficile à réaliser, mais le but de cette petite équipe de technocrates, plutocrates, qui comprennent Bill Gates et quelques amis, et aussi maintenant tous les gens de Google, Microsoft, regardez comme ils censurent maintenant l'information, c'est hallucinant. Si vous allez sur Google et vous tapez effets secondaires des vaccins, il n'y a rien. Ils ont tout enlevé. Alors que, moi j'étudie ça depuis 50 ans, ce que les gens doivent comprendre c'est ceci, c'est que les gens de la vaccinologie, ils affirment des choses comme étant la vérité. Bon. Moi, mon rôle, je n'aime pas dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Je ne veux pas dire à quelqu'un, vaccinez ou vaccinez pas, ou faire de la chimie ou ne la faites pas. Je ne veux pas me mettre dans cette position, je veux être un gourou. Je dis aux gens, on vous dit ça. Ok, parfait. Mais vous devez savoir qu'il y a des gens qui disent autre chose. Alors, soyez curieux et intéressez-vous. Regardez le point de vue de ces milliers et ces milliers de chercheurs et de ces milliers d'études qui existent et qui arrivent à la conclusion que les vaccins sont inutiles, inefficaces et toxiques. Moi, c'est ce que je répète depuis un demi-siècle. Je suis arrivé à ça m'a pris beaucoup de travail, mais j'ai étudié des documents. Donc, c'est pas une opinion que j'amène, c'est des documents qui sont derrière moi. Mais ces documents, le grand problème, c'est qu'ils sont toujours restés dans les tiroirs de l'OMS. Moi, j'ai vu ça parce que je suis allé à l'OMS. J'ai vu ces chercheurs qui trouvaient, par exemple, que dans une épidémie de peu importe de quoi, c'est les vaccinés qui mourraient plus que les autres. Et moi, je leur disais, mais votre étude est bouleversante, il faut publier ça. Et tous me disaient, mais si on publie ça, l'OMS ne peut pas. L'OMS a besoin de l'argent des multinationales. Donc l'étude, ils mettaient dans un tiroir. Alors moi, j'ai mis ça dans mes livres, j'ai mis ça sur mon site. Ces études, elles existent. Alors mon rôle, c'est de dire aux gens, quand on vous dit quelque chose, c'est écoutez-le. Mais écoutez ceux qui ne pensent pas la même chose. Et c'est la base, finalement, de notre société, c'est que tout le monde ne puisse pas imposer un monopole. Si le vendeur Renault vous dit « il n'y a que la Renault », vous dites « merci beaucoup, mais je vais quand même aller voir Citroën et je vais aller voir Volkswagen ». Et ensuite, vous choisirez. Or, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que je défie n'importe quelle personne qui se consacre quelques heures à étudier le problème et qui regarde non pas ce que répètent en boucle les gens de la vaccinologie, les vaccins c'est merveilleux, ça a sauvé tout le monde, qui étudie tranquillement le dossier. Vous voyez par exemple que croire que les épidémies ont disparu grâce aux vaccins, c'est tout faux. Ils ont simplement bricolé les courbes pour que quand la maladie disparaît, mais quand vous étudiez ça à tête reposée, vous voyez que les vaccins n'ont jamais fait disparaître les épidémies. Et la preuve de ça, c'est que dans les pays qui n'ont pas d'hygiène, où il n'y a pas d'eau potable, il y a toujours certaines maladies.
Et vaccin ou pas vaccin, ces maladies, c'est un manque d'hygiène. Et ce qui a fait disparaître les grandes épidémies du passé, c'est la douche, les toilettes, enfin des choses, de l'eau potable. Donc tout ça a fait que certaines maladies n'existent plus. Et puis il y a aussi des maladies qui ont disparu, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on ne gère pas tout. Pourquoi la peste, qui a tué des milliers de gens, tout d'un coup a disparu? En fait, on ne sait pas tout. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, et c'est ça la clé, c'est que tout dépend de notre système immunitaire. Ça veut dire que si mon système immunitaire fonctionne bien, parce que je vis sainement, je m'occupe bien j'ai un mode de vie holistique global, et ben mon système immunitaire fait son travail. Il gère des millions de bactéries, de virus chaque seconde. Il sait faire ça. C'est un champion. Il gère tout ça très bien. Mais si je détruis mon immunité par des vaccins qui sont non seulement bourrés de substances chimiques, de cellules fœtales, d'aluminium, comme le professeur Fourtillon l'a très bien montré, des doses d'aluminium hallucinantes. Mais c'est hallucinant. Si moi je mets ces aluminium dans un petit pain dans ma boulangerie, mais on ferme ma boulangerie tout de suite, parce que je suis un assassin. Les doses d'aluminium des vaccins, c'est intolérable. C'est impossible qu'on puisse continuer à faire ça. On tue des milliers d'enfants. Alors tous ne meurent pas, mais certains, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues avant. On voit des enfants de 8 ans qui font une maladie de Parkinson. Donc on voit des choses hallucinantes parce que les vaccins sont toxiques. Ils sont pleins de substances toxiques et ça rend les gens malades. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que ça rend les gens malades et qu'ensuite, quand ils sont malades, je disais que 54% des enfants américains ont des maladies chroniques. Ça fait 1 sur 2. C'est hallucinant. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous avez une maladie chronique, on vous donne un médicament chimique. Et Big Pharma, et ce monde colossal, cette espèce d'énorme grenouille qui est enflée, avec les vaccins d'un côté et les médicaments d'un autre, et qui vous dit votre santé ne viendra jamais de vous, elle vient de l'extérieur. Donc, tant que vous n'avez pas le vaccin, mettez votre masque et attendez le vaccin qui va vous sauver. Et cette espèce d'énorme mythologie ne peut que disparaître. Parce que tout simplement, elle ne repose pas sur de la science. C'est ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, parce que là, les gens s'inquiètent, on leur fait porter un masque de force. Si vous ne le mettez pas, vous payez, 135 €, c'est la punition qui tombe sur la... Alors c'est quand même terrible ça, parce qu'on va vraiment leur faire espérer ce fameux vaccin. Bien C'est sûr. pas mal la manipulation là quand même. Elle est colossale, mais elle ne marchera pas. Parce que quelque part, je crois que grâce à ce qu'on a fait et d'autres aussi, Eh oui. les gens s'éveillent. Et l'éveil des consciences, on ne peut rien là contre. Puis il y a eu quand même un recul au niveau de l'OMS, au niveau de AstraZeneca. Oui. Donc, alors bien sûr, il y en a qui disent oui, mais AstraZeneca va reprendre les essais, mais enfin, je pense que la messe est dite quand même. Donc là, le vaccin, crois aussi. je pense que... Oui, alors beaucoup de gens ont de la peine à comprendre que il y a eu beaucoup de leurres. On vous sort plein d'informations, un vaccin qui serait Alors, parti. parlons-en des leurres, oui. C'est Donc, des ça leurres. veut dire qu'il y a des faux vaccins. Voilà, on vous dit des choses, que tel vaccin est à l'étude, etc. Et énormément de ces informations sont des leurres. Le but, c'est de détourner les gens du vrai problème qui était le vaccin de l'Institut Pasteur. Et donc, des vaccins qui ne sont pas des leurres, il y en a combien? Il y en a un. Bravo. Il y en a qu'un seul. Et c'est ça le fond du problème. C'est que tous les autres, c'est pour détourner l'attention. Mais là, quand les gens regardent les faits que nous avons présentés, ils voient bien qu'il faut simplement dire non à ce vaccin-là, mais aussi dire non à tous les vaccins. Oui. Parce que les vaccins ont été une grande erreur d'une époque, on va dire ça comme ça. Bon, basée sur une science qui n'avait pas compris des choses fondamentales. C'était une pseudo-science. C'est pour ça que Einstein l'avait dit, il a dit « Faites attention, la science devient criminelle ». Parce que la science a été mise au service des marchands. Et aujourd'hui, on a cette pseudo-science que vous entendez toujours à la télévision, on vous dit par exemple que le masque c'est très sérieux, il n'y a aucune étude scientifique qui montre que le masque sert à quelque chose. Par contre, il y en a des dizaines qui montrent que c'est toxique. Enfin bref, je ne vais pas reprendre ça, mais c'est passionnant de comprendre. On vous dit des choses en les faisant passer pour scientifiques, mais les soi-disant scientifiques qui préconisent ça, ils ont tous des conflits d'intérêts. Ils reçoivent des centaines de milliers d'euros chaque année pour dire la messe. Et la messe, c'est vaccin, oh vaccin, tu vas me sauver, et si tu ne me sauves pas, c'est un médicament chimique qui va me sauver. Mais la messe est dite. Oui. Maintenant, il faut que les gens se réveillent que tout ça, c'est des leurres, c'est des fausses informations, c'est des mensonges organisés dont le but, c'est de maintenir les gens dans la peur. Et c'est vrai que si je ne comprends pas la puissance de mon corps pour se guérir et pour se faire du bien, alors j'ai peur. Et cette peur de mourir fait que je vais attendre une solution de l'extérieur. Et c'est ce monde-là, je pense, qui va s'écrouler pour laisser passer un nouveau monde de gens qui se prennent en main et qui comprennent que leur santé vient d'eux et pas de l'extérieur. Et oui. En plus, les gens ont tellement peur que maintenant, ils font la queue pour aller faire des tests. Alors ça, oui, je savais que ça vous ferait rire. Puisque donc les tests, on se rend compte de plus en plus que c'est un petit peu bizarre. Il y a eu des tests qui ont été faits en Afrique,
hein, sur une papaye, hein, je me souviens, ou sur une chèvre, qui sont avérés positifs. Mais en fait, l'explication est plus simple, hein, puisqu'il y a eu une autre expérience qui a été faite en France. J'en attends la confirmation. Hein, mais donc un groupe de médecins, dont une dermatologue, hein, qui a été vue donc dans l'excellente chaîne de Emma Cruzy, Oui. explique qu'ils se sont procurés des tests vierges, tout propres, hein, impeccables, qu'ils ont envoyés directement en laboratoire. Et Et c'est devenu des tests positifs. c'est positif. Et pire que ça, les tests sont pas faits de la même façon. C'est ce que le professeur Rao exprime très bien. C'est que dans certains pays, on multiplie ce qu'on trouve 25 fois, et on trouve un certain nombre de positifs. Dans d'autres pays, comme en France, on multiplie 40 fois. Alors forcément, on en trouve plus. Mais un test positif ne veut strictement rien dire. Ça veut dire que vous avez été en contact avec un coronavirus hier, il y a 10 ans. On a trouvé qu'il y a quelque chose, vous voyez, mais attribuer un test et vous êtes contaminé, il faut vous isoler, c'est complètement dément. Mais ça peut faire peur aussi, parce que si un test est positif dès le départ, Oui. donc ça veut dire que la personne va être diagnostiquée positive, C'est ça. Covid-19, Oui. mais en plus elle va le devenir, parce que vraisemblablement, le test est contaminé. Alors il y a les deux, il y a des tests contaminés, il y a des tests, on sait que la moitié des tests sont faux, positifs, faux, négatifs. Tout ça, un test, tous les tests médicaux, c'est pas de l'absolu, c'est pas la vérité évangélique. Oui. On a déjà connu l'histoire dans le cas du sida. Le sida a été une maladie, on a pris des maladies qui existaient, Oui. et puis si vous avez eu la tuberculose, la leucémie ou Dieu sait quoi, plus test séropositif, on appelle ça sida. Donc c'était une construction de l'esprit. Et ce test de séropositivité, il a 66 ou 70 raisons d'être positif, dont une seule, c'est le HIV. Ah, et ça, on ne le dit pas aux gens. On devrait leur dire, voilà, on a fait un test, le HIV, c'est une cause sur presque 70. Mais si vous êtes enceinte, ça peut être positif, vous avez bu de l'alcool la veille, vous avez eu la malaria il y a 10 ans. Donc il y a des tas de raisons. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'il faut que les gens se réveillent qu'un test médical, c'est pas une espèce de vérité, parce que ça change d'un pays à l'autre, bref. Et tout ça fait qu'il faut se réveiller. Notre santé, elle va venir de nous. Et puis la loi Kouchner, je vous rappelle, c'est qu'aucun test médical et aucun vaccin ne peuvent être imposés à qui que ce soit. Et quand aujourd'hui, dans les écoles, on prend avec des petits écouvillons dans le nez des enfants, c'est inadmissible. Des enfants de 3 ans, on leur non, c'est inadmissible et ce n'est pas légal. La loi, c'est qu'on ne peut pas faire ni à vos enfants ni à vous un acte médical sans votre accord. C'est la moindre des choses. Voilà. Donc, alors, on a parlé également du vaccin Moderna, Oui. RNA, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au leurre, hein, dont on a parlé tout à l'heure, Moderna? Alors, je pense que c'est un leurre parce que, comme tous les autres vaccins, Stéphane Bancel, qui est le directeur général de Moderna, qui est un ancien directeur commercial de Big Mérieux, c'est-à-dire de Pasteur, l'a reconnu. Si vous voulez, c'est toujours le même problème. On vous donne une information. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, il y a des gens qui donnent l'information, ils ont vu ça sur BFM TV, ils y croient. C'est des croyants. Ils sont dans une religion. Ah, le pape a dit. Et puis, il y en a d'autres qui se disent, tiens, on m'a dit ça, mais je vais aller voir si d'autres gens disent autre chose. Et nous, notre rôle, c'est de dire aux gens, informez-vous. Et quand vous aurez l'information, ben, vous verrez avec quoi vous vibrez. Alors, moi, ce que j'amène comme notion là-dedans, c'est que je pense que notre futur, c'est que les gens arrêtent d'obéir à quelqu'un d'autre. Parce que le monde de la peur, c'est des gens qui, pour vous vendre quelque chose, vous font peur. Et ils vous disent, ah, attention, ils vous terrorisent. Et quand vous êtes là, ils vous vendent un produit, un vaccin ou un médicament. Alors que ce que les gens doivent apprendre à faire, c'est lâcher leur peur. Je lâche ma peur. Je veux pas rester dans ce monde de peur. Puis ensuite, je me relie à ma sagesse intérieure. Et je vais sentir ce qui est juste pour moi et pour les autres. Et ça donne des gens qui sont guidés par eux et plus par l'obéissance à autrui. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse naître sur cette planète. C'est des gens heureux, autonomes, qui obéissent à eux, mais qui obéissent plus au pape, au gourou, ou à telle ou telle personne dans la télévision qui leur dit des choses. D'accord. Parce que l'obéissance à autrui nous tue, nous mène vers la mort. Si je vous dis l'imposture des vaccinations, ça vous parle? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une gigantesque imposture. C'est-à-dire que on a cru des choses, et puis le temps qui a passé nous permet d'avoir du recul. Et on voit aujourd'hui que les vaccins, c'est une gigantesque imposture. C'est l'imposture pasteurienne. Et c'est là-dessus que Serge Rader donc, Oui. a écrit Pasteur, imposteur, hein, que Tout à fait. évidemment on ne peut que recommander. Oui. Je crois que c'est tout frais. Hein, donc vraiment, il va falloir se pencher dessus. Alors, des vaccins, l'outil idéal choisi par Bill Gates et ses alliés pour un génocide planétaire.
Donc là, vous avez également de nouveau beaucoup d'informations disponibles sur le site vérité-covid19.fr. Allez-y, puisque ça va être mis à jour. Donc au cours de cette vidéo, il faut dire que les coupables ont capitulé à la suite de la vidéo du 20 août. Nous en avons des preuves irréfutables. Et donc là, on passe à l'écran un site, donc un site africain, afrique.com. Je vous recommande d'aller y jeter un petit coup d'œil parce que ça vaut vraiment la peine. Et également, nous allons passer quelques extraits qui ont été faits donc le 18, si je ne m'abuse, le 18 septembre à Radio Courtoisie à Paris. Et là, bon, les quelques extraits, je pense, si vous n'êtes pas encore convaincu, vont vous convaincre puisque vous étiez à cette émission. Tout à fait. Donc, il y avait donc également Jean-Bernard Fourtillan, il y avait Serge Rader, qui avait-il encore? Parce que, Paul de Vels, aussi, voilà, donc qui présidait. Et Didier Rochard. Et Didier Rochard, surtout pour ne pas oublier Didier Rochard, très important. Donc là, évidemment, c'est une émission coup de poing. Il y a peut-être certains passages qui ont déjà été censurés, d'après ce que j'ai pu entendre, mais nous allons mettre en bas de cette vidéo le lien complet de ce qu'on a pu récupérer quand même. Tout à fait. Ce qu'on a bien voulu. Je crois que cette émission est importante parce que vraiment, en 3 heures de temps, on a pu tout dire. Et quelque part, si des gens se posent des questions sur ce qu'on a dit, ils peuvent toujours nous écrire, nous faire un mail et on va leur donner toutes les preuves qu'on ne parle pas en l'air. N'est-ce pas? Ce qui est notre force, c'est que nous ne disons pas des choses comme ça. Nous accumulons d'abord des preuves, des faits, etc., qui justifient ce qu'on avance. Alors que ceux qui sont en face de nous, ils nous démolissent comme ça, ils vont dire par exemple, oui, Chaumont, c'est un opticien, ils disent n'importe quoi. Ils ne s'appuient pas sur des réalités. Alors, moi, là où je suis optimiste, c'est que je crois que la vérité finit toujours par triompher. Oui. Parce que le mensonge, au bout d'un moment, les gens s'en rendent compte. Alors aujourd'hui, il faut que les gens s'éveillent. C'est ça tout le problème. Et ça commence à se faire. Il n'y a pas eu pour rien. À Berlin, il y a eu quelques millions de gens dans les rues. Enfin, des choses incroyables. Et en France, personne ne le sait. Ils ont dit qu'il y avait 17 000 personnes. Enfin bref, parce que la presse ne veut pas que les gens sachent. Oui. Alors il faut simplement prendre nos informations ailleurs que dans la presse et à la télévision. Et là, peu à peu, ces informations vont circuler et l'éveil des consciences va se faire. Il se fait dire beaucoup dans les pays d'Afrique. Moi, j'ai vu ça à Madagascar. Ma femme vient de là-bas. Au début, l'OMS a dit 30 millions d'Africains vont mourir. Enfin, Puis ils se sont rendus compte peu à peu que tout ça, ça tenait pas la route. Bien sûr qu'ils ont eu quelques morts, mais ils en ont chaque année. Oui. Et de tas de causes. Alors, même si on a tout baptisé Covid pendant une période, n'est-ce pas, n'importe quel infarctus. Oui, Covid. Malgré tout ça, aujourd'hui, on a le recul suffisant. C'est ce que disent tous les grands professeurs Toussaint, Toubiana, Raoult, Perron. C'est que l'épidémie est terminée. Et que les hôpitaux sont vides. Mais la presse n'aime pas ça parce que s'ils n'arrivent pas à maintenir les gens sous la domination de la peur, et c'est bien pour ça que les gens doivent mettre un masque, c'est pour qu'ils restent dans la peur. Or, ce qu'on oublie, c'est que sourire, c'est la première chose pour avoir une bonne immunité. Sourire, embrasser notre grand-mère, c'est la base de la vie. Alors, nous faire croire qu'on va devoir garder nos masques pendant 10 ans et qu'on ne pourra plus jamais embrasser nos grand-mères, aller voir quelqu'un dans un EHPAD, mais c'est du délire. Et c'est pour ça que les gens doivent se lever et dire, et ça se passe dans certains EHPAD où les gens vont voir le directeur et dire, excusez monsieur, moi je veux voir ma grand-mère. On est 8, on tolère pas votre dictature. Alors il y en a un qui va surveiller que vous restez assis sur votre chaise et nous on va aller embrasser nos grands-mamans. Il faut que les gens se réveillent. Et dès que vous avez quelques personnes qui agissent, eh ben, peu à peu, ça, il y a une institutrice qui a fait ça. Elle a dit, moi, je ne mettrai pas ce masque. Donc, il y a des gens qui, peu à peu, font changer de l'intérieur d'une manière qui n'est pas une révolution extérieure. On ne va pas couper des têtes. Mais il faut une évolution intérieure. Il faut refuser l'absurde. Il faut refuser l'absurde, se prendre en charge et comprendre cette loi universelle que notre santé dépend de notre mode de vie. C'est aussi simple que ça. Eh bien, on pourrait conclure par quelques mots. Je ne sais pas si ce que vous dit votre cœur là aujourd'hui, les masques, on a bien compris que ils sont d'une formidable inutilité. Oui. Donc c'est une sacrée comédie. Et puis les masques, je sais que vous êtes un spécialiste. Pour les masques, si je vais à un supermarché et que je ne mets pas de masque, alors il y a deux solutions. Ou bien vous avez un certificat médical de votre médecin qui dit que c'est contre-indiqué. C'est une des façons. Puis l'autre, c'est de faire un masque comme celui-ci que j'ai fait et qui est en filet de pêche ou en filet de très mince. Oui, on respire beaucoup. Vous voyez, j'ai un masque, mais les trous sont énormes, donc je respire bien à travers. On ne nous dit pas quel masque il faut mettre. Voilà. Et personne ne dit qu'on ne peut pas avoir un masque en toile moustiquaire. Donc là, vous êtes en règle. Je suis en règle avec la loi. Formidable. Ben voilà, je n'ai pas d'amende. Donc, c'est pour rire. Mais l'important, c'est que
que ça soit par l'humour ou par le fait... Il y a par exemple des gens qui font quelque chose de magnifique. L'autre jour, il me racontait ça. Il a fait une feuille sur laquelle il met à quel point il pense que les masques, c'est complètement idiot, inutile, et il donne des références scientifiques sérieuses. Et puis quand il voit des gens qui ont un masque, il leur donne cette feuille. Il n'impose rien. Il dit, lisez, ça va vous intéresser. Et je crois que ce genre de petites actions, où chacun fait des choses intelligentes pour faire passer un message, c'est ça qui va remporter le succès. Parce que, pour ça, l'élément clé, c'est qu'il faut que les gens éteignent leur télévision. Parce que je suis halluciné, moi, quand je vois à quel point ils sont capables de répéter sans arrêt en boucle des choses qui sont d'une idiotie hallucinante. 12 morts là, un contaminé par-ci, par-là, Alors, il faut que les gens se réveillent, Psychose. que ces gens-là ont pour but de vous maintenir dans une hypnose collective. C'est un cauchemar. Alors, si vous voulez rester dans le cauchemar, vous n'allez plus jamais toucher ceux que vous aimez. Mais c'est quoi la vie qu'on vous propose? Et vos enfants pourront plus à la récré aller jouer avec les copains, ils vont rester debout comme des piquets et se laver les mains avant. Enfin, tout ça, il faut que ça explose. Il faut que les gens hurlent de rire, moi je crois à ça, et disent « Stop! On arrête tout ça !» On arrête ce jeu. Et ceux qui veulent nous dire qu'on a tort, qui nous le prouvent, qu'ils amènent des faits scientifiques, ils ne les ont pas. Notre force, c'est que nous avons derrière nous, moi ça fait 50 ans que j'accumule des documents qui prouvent que les vaccins sont toxiques, inutiles et dangereux. J'ai pas inventé ça, ces documents, ils existent. Alors il y a des gens qui me disent, non, vous dites n'importe quoi. Je dis, attendez, étudiez vous-même. Alors allez voir, et vous verrez, après vous ferez votre propre opinion. Donc il est grand temps vraiment de commencer à réfléchir par soi-même. Là, vous l'avez très très bien démontré, Christian Thalschaller. En tout cas, je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. C'est plutôt leur gouvernement qui devrait avoir peur du peuple. Mais qu'est-ce qu'un gouvernement? Le mythe de l'autorité. Contrairement à ce que beaucoup de gens supposent, la plupart des souffrances, des injustices et des conflits dans notre monde n'est pas le résultat de l'avidité, de la haine ou de l'intolérance. Non, la raison essentielle de l'inhumanité des hommes envers d'autres hommes est une croyance singulière, une superstition irrationnelle, partagée par la quasi-totalité, à savoir la croyance en l'autorité. La plupart des vols, des assauts et des meurtres perpétués dans le monde ne sont pas de la responsabilité d'individus agissant par pure malveillance, mais de celle d'individus obéissant aux ordres d'un gouvernement. Les pires atrocités de l'histoire sont le résultat d'un très petit nombre de personnes véritablement cruelles, ayant accédé au pouvoir, combiné à un nombre de personnes normales beaucoup plus important, qui considèrent ce tout petit nombre de personnes comme étant l'autorité et qui se sentent obligés d'obéir à leurs ordres. Les contribuables respectueux de la loi ont toujours été ceux qui ont financé et mis en place ces régimes oppressifs.
Le problème est que l'immense majorité des gens bien croient à ce mensonge qui est que l'on doit accepter que l'agression, le vol ou le contrôle, lorsqu'ils sont commis au nom de la loi, sont légitimes, morales et même nécessaires. La croyance en l'autorité incite les gens bien à accepter l'injustice légale. Il est enseigné à la grande majorité des enfants que l'obéissance à l'autorité est une vertu, et beaucoup d'adultes pensent que se courber devant l'élite fait de vous une bonne personne. Pas du tout. Tout au contraire, être un humain moral exige de comprendre ce qui est bien de ce qui est mal, et de toujours faire ce qui est bien, même si l'autorité vous dit de ne pas le faire. Les règles de base pour être quelqu'un de bien sont très simples. Traiter chaque personne comme propriétaire d'elle-même, parce que c'est le cas. Ce qui veut dire qu'attaquer, voler ou provoquer quelque autre violence que ce soit contre qui que ce soit ne devrait jamais se produire. En d'autres mots, ne commencez jamais une dispute. Si quelqu'un d'autre vous attaque, vous avez le droit de vous défendre, mais personne n'a le droit de vous attaquer. Qu'il y ait un badge, un uniforme ou une soi-disant loi, cela n'y change rien. Il y a de la vertu à respecter les droits et la propriété des autres. Il n'y en a aucune à obéir aux lois, juste parce que ce sont des lois et qu'il faut y obéir. Il arrive que les lois soient synonymes de moralité, telles que celles concernant le meurtre. Mais le meurtre n'est pas mauvais parce que les politiciens l'ont décrété. Le meurtre est mauvais car il viole l'intégrité de la victime. Si les lois contre le meurtre étaient abrogées demain, ou si une loi ordonnant à certaines personnes de commettre des meurtres, comme cela s'est produit maintes fois durant notre histoire, le meurtre n'en resterait pas moins mauvais. Il y a bien sûr beaucoup d'exemples dans notre histoire où les gens bien devenaient des criminels, des opposants à la loi, des rebelles et des traîtres à leur soi-disant gouvernement. Quand une loi va à l'encontre de ce qui est moral et juste, alors il est du devoir de chaque être humain digne de ce nom de désobéir et de résister. De nos jours, peu osent se confronter à l'autorité supposée. À la place, ils ont été formés pour participer à la politique et aux élections, ce qui finalement revient à toujours quémander plus de gentillesse de la part de nos maîtres, parce que nous ne pouvons faire ce que nous savons juste au fond de nous tant que nous n'avons pas reçu l'aval des politiciens. Et ce n'est pas tout. La majorité des gens décents sont incités à penser qu'il est tout à fait normal et juste d'annexer et piller son voisin dès lors que ceci est validé par un processus politique de vote. Les tyrans adorent voir leur peuple se réjouir du vol de leurs voisins par le truchement des impôts ou de leur mise sous contrôle forcé au travers des lois et de la législation. En bref, le processus politique est conçu pour amener les gens à coopérer, tout en exigeant leur propre soumission, ainsi que celle de tous les autres. Tant que les gouvernements seront capables de convaincre les gens que les seules argumentations possibles sont de quelle manière la puissance gouvernementale devrait-elle être utilisée, qui doit être dépouillé et dans quelle proportion, qui devrait être remis sur le droit chemin, alors les masses seront toujours en guerre entre elles et continueront de maintenir leurs tyrans en place tout en renonçant à leur liberté. Si les gens bien ne ressentent aucune culpabilité par rapport au fait d'approuver le pillage et le contrôle des ressources de leurs congénères, c'est parce qu'on leur a appris que l'extorsion et la coercition, quand elles avaient pour nom impôt et maintien de l'ordre, étaient non seulement morales et adéquates, mais aussi nécessaires pour la société. Il n'est que trop rare que les gens reconnaissent que l'unique manière pour eux d'être vraiment libres est d'accorder cette liberté à tous les autres, y compris ceux que l'on n'aime pas, que l'on n'approuve pas, et avec qui nous avons très peu de choses en commun. Tant que les gens continueront de jouer le jeu de l'opposition politique des plus opportunistes avides de pouvoir, consistant à choisir qui doit diriger, aucune liberté ou justice n'existera pour personne. Chaque gouvernement sur cette terre fait de l'agression, de l'extorsion, un acte légal. Chaque impôt ou loi est en fait une menace potentielle. D'une certaine manière, tout le monde le sait. Les politiciens dictent à l'ensemble, par la voie législative, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et quiconque se fait prendre à désobéir sera dépouillé ou emprisonné au nom de la loi. La notion d'antan du droit divin des rois s'est transformée en droit divin des politiciens avec des résultats similaires.
Il est évident que cette croyance vis-à-vis du gouvernement est essentiellement une religion, la plus dangereuse et la plus destructive de toutes. Des centaines de millions d'individus ont été assassinés par leur gouvernement, d'autres, par millions toujours, ont péri dans des guerres créées par ces mêmes gouvernements, et des milliards ont été dépouillés, harassés, terrorisés, dominés et oppressés de toutes les façons possibles par les classes dirigeantes, y compris par des gouvernements, soi-disant démocratiquement élus. Il est vrai que de temps en temps, un agent du gouvernement tentera de l'empêcher, mais chaque gouvernement est en soi un gang de bandits voleurs. En fait, les cambrioleurs indépendants ne pourraient jamais dérober autant de richesses que celles que les gouvernements confisquent via les impôts et les guerres qu'ils déclenchent, ce qui éclipse totalement les meurtres et violences commis par ces bandits isolés. Il y a bien sûr des personnes malveillantes dans ce monde, mais il y en aurait quand même, gouvernement ou pas. Et les gens doivent pouvoir et vouloir se défendre contre de tels êtres. Mais organiser l'autodéfense n'est pas du tout ce que le gouvernement représente. Au lieu de cela, c'est plutôt l'idée que certaines personnes ont une raison morale de pouvoir diriger toutes les autres, et que la Constitution, les élections et d'autres cérémonies rituelles les absolvent de cette responsabilité morale qui devrait être la leur et leur rendre acceptable l'idée de diriger les autres par la force si nécessaire. L'idée que nous devons donner à un groupe de personnes la permission de nous voler et de nous contrôler par la force, sous le prétexte qu'ils nous protègent contre ceux qui pourraient agir de la sorte, est ridicule. Et cependant, la plupart des gens croient exactement ceci. Ils pensent que le gouvernement, le plus énorme groupe de voyous et de voleurs, nous est nécessaire pour nous protéger des voyous et des voleurs. Pour faire passer cette absurdité, on enseigne au peuple le non-sens mythologique de la démocratie, du gouvernement représentatif et du consentement des administrés. Mais il y a plusieurs manières de prouver qu'un gouvernement ne peut pas être légitime, ne l'a jamais été et ne le sera jamais. Par exemple, comment voulez-vous déléguer un droit que vous n'avez pas vous-même ? Si vous n'avez pas le droit de dépouiller votre voisin par vous-même, alors il ne vous est pas possible de déléguer un tel droit à un officiel ou à qui que ce soit d'autre. Aucune élection, aucune constitution, aucun processus politique ne rendra jamais le vol ou l'extorsion morale ou juste. Et ce même si les politiciens, par le truchement de leurs rituels pseudo-religieux alambiqués, nomment cette escroquerie loi et imposition. Il est également facile de démontrer que la seule chose qu'un gouvernement ne cessera jamais d'apporter à la société est toujours plus de violence immorale. En bref, tout ce qui est naturellement juste, comme produire ensemble, travailler ensemble, coopérer et organiser volontairement, se défendre des attaques et des vols. Tout ceci n'exige aucune autorité spéciale. Vous n'avez pas besoin d'un badge ou d'un uniforme. Vous n'avez pas besoin d'être élu ou nommé pour avoir le droit de réaliser des choses naturellement justes et bénéfiques. La seule raison pour laquelle cette soi-disant autorité est nécessaire est pour entreprendre des choses que les gens normaux n'ont pas le droit de faire, en s'autorisant et en légitimant des actes qui, faits par des gens normaux, seraient punissables. En d'autres termes, cette prétendue autorité n'est rien de plus qu'une permission de mal agir. Quand quelqu'un est convaincu qu'il a le droit de diriger les autres, que ce soit un politicien croyant avoir le droit de contrôler votre vie ou un flic qui pense, lui, être dans son bon droit quand il vous domine par la force et vous impose la volonté du même politicien, il est évident que ce quelqu'un aura tendance à être insensible, assoiffé de pouvoir et violent. De plus, lorsque la grande majorité de leurs victimes agit comme si la classe dirigeante avait tous les droits d'extorsion et de domination sur les autres, cela favorise la corruption, l'abus et l'oppression. Au procès de Nuremberg, les nazis directement impliqués dans l'orchestration et l'exécution de meurtres de masse ont prétendu qu'ils ne faisaient que suivre les ordres et que donc ils ne pouvaient être blâmés. En d'autres termes, ils obéissaient à l'autorité et n'étaient donc pas personnellement responsables de leurs actes. Bien qu'à Nuremberg cette idée fût rejetée, cette attitude est toujours valide chez les soldats, les forces de l'ordre, les collecteurs d'impôts et les bureaucrates de chacun des pays de ce monde. Et ils sont tous persuadés
qu'il ne peut leur être reproché de déposséder, d'harasser, d'agresser, voire même de tuer d'innocentes personnes, car cette supposée autorité leur en a donné l'ordre. Voilà pourquoi l'autorité est la plus dangereuse croyance irrationnelle de notre monde. Pourquoi la confiance aveugle en son gouvernement est la cause directe de l'immense majorité de la souffrance humaine. Mais quelle est l'alternative? N'est-ce pas la soumission à l'autorité qui nous rend civilisés? N'y aurait-il pas le chaos sans gouvernement, sans loi, sans règles? Bien, non. Chez la plupart des gens, existe déjà la notion respectée du principe de non-agression, même s'ils n'en ont jamais entendu parler. Pour faire court, le principe de non-agression stipule qu'il n'est pas civilisé de commettre un acte d'agression, de déclencher une dispute, de menacer physiquement ou d'être violent envers qui que ce soit, et que la seule chose qui puisse justifier l'utilisation de la force physique est l'autodéfense. La majorité des peuples aux cultures et aux religions différentes ont déjà cette compréhension et la respectent. Mais on leur a appris que l'autorité n'était pas soumise à cette règle, que lorsque l'agression est commise par un représentant de la loi, c'est moral et légitime. Au final, la croyance dans le gouvernement rend notre humanité beaucoup moins civilisée et beaucoup plus violente, car il nous a été inculqué que la violence légale était acceptable. L'immense majorité de la souffrance humaine à travers notre histoire n'est que le résultat direct de l'attitude des peuples ignorant leurs propres codes moraux, leur propre conscience, à la faveur d'une obédience envers une autorité externe imaginaire. La mort et la destruction qui se sont abattues sous le régime de Mao n'étaient pas dues au caractère diabolique du peuple chinois, mais au fait qu'il croyait et obéissait à l'autorité. La mort et la destruction qui se sont abattues sous le régime de Staline et Lénine n'étaient pas dues au caractère diabolique du peuple russe, mais au fait qu'il croyait et obéissait à l'autorité. La mort et la destruction qui se sont abattues sous le régime d'Hitler n'étaient pas dues au caractère diabolique du peuple allemand, mais au fait qu'il croyait et obéissait à l'autorité. Ce scénario se répète à l'envi dans toutes les injustices commises par les régimes les uns après les autres partout dans le monde et tout au long de notre histoire. Le moyen de casser le cycle n'est pas de mettre la bonne personne sur le trône, c'est plutôt au peuple d'arrêter d'y croire. À quoi ressemblerait donc le monde si les peuples lâchaient ce concept fallacieux d'autorité? Les gens perdraient-ils subitement leurs codes moraux, leur capacité à déterminer le bien du mal? Bien sûr que non. La distinction entre le bien et le mal nous a-t-elle été apprise par les politiciens? Bien sûr que non. Les gens sont-ils capables de s'organiser et de coopérer dans la paix sans qu'ils soient dirigés par les politiciens, les soldats, les policiers, les collecteurs de taxes ou les bureaucrates? Bien sûr qu'ils le peuvent. Et il y aurait, c'est vrai, de manière occasionnelle, des sociopathes, des voleurs, des bandits qui essaieraient d'agresser ou d'extorquer les autres. Mais les gens bien peuvent et doivent s'organiser pour se défendre contre de tels prédateurs. Mais de là à créer un énorme et puissant prédateur, ce que le gouvernement est systématiquement, pour stopper les prédateurs occasionnels, est simplement démentiel. Supprimer cette croyance dans l'autorité ne va pas supprimer la capacité des peuples à s'organiser et à coopérer, à travailler ensemble pour un bénéfice mutuel. En fait, au contraire de la rhétorique des politiciens, l'objectif d'un gouvernement n'est pas de faciliter le travailler ensemble, mais de choisir lequel de ces politiciens va vous imposer ses opinions, ses valeurs, son agenda. Par contraste, il y a d'innombrables manières pour les peuples de passer des accords, de créer des organisations bénéficiant à chacun, sans pour autant s'arroger un droit spécial à gouverner. Imaginons un corps similaire à celui de la police, mais sans qu'il soit détenteur de droits que vous n'avez pas, et dont vous pouvez virer les membres à tout instant. Nous ne verrions plus de comportements abusifs et condescendants, cherchant toujours une excuse pour vous verbaliser ou vous arrêter parce qu'il faut faire du chiffre pour satisfaire leur maître, politicien. Vous seriez leur employeur et à ce titre, celui qui servirait avec respect. Au lieu d'une version corrompue, inefficace, contre-productive et souvent destructrice des services gouvernementaux, imaginez pouvoir décider quelle action humanitaire doit être supportée, quels services doivent être sous-traités auprès de qui. Il y aurait cependant un sacrifice.
Faire l'apologie d'une vraie liberté, ce qui exige d'abord d'abandonner toute croyance en l'autorité et sa forme de gouvernement, signifie abandonner toute volonté d'imposer aux autres vos préférences, de les obliger à payer pour ce que vous pensez être nécessaire. La véritable liberté personnelle n'est possible que si les autres, tous les autres, sont au même niveau de liberté. C'est pour ça que la plupart des peuples veulent un gouvernement. Ils veulent s'abriter de la culpabilité et des risques, tout en s'ingérant dans les affaires des autres, les extorquant via un processus politique, utilisant la violence comme arme d'État pour imposer leur vision du monde. Mais vraiment, dès l'instant où vous avez placé quelqu'un au-dessus de vous et de tous les autres, penser que cette personne n'aura que le souci de vos intérêts et de votre bien-être en tête est extrêmement naïf. Être partisan de l'asservissement au système mis en place par la classe politique dirigeante, parce que l'on pense que celle-ci agira selon vos désirs et fera du monde ce que vous aimeriez qu'il soit, est juste irresponsable. Il n'y a qu'un seul chemin possible vers la paix et la justice. Ce chemin est la liberté, et le gouvernement est toujours son ennemi. L'histoire nous a enseigné qu'essayer de régler les problèmes de ce monde par la voie gouvernementale se termine systématiquement en désastre, qu'au bout du compte, le processus politique finit toujours par renforcer les pouvoirs de classe dirigeante et de personne d'autre. Les constitutions ne changent rien. Les élections ne changent rien. Dès l'instant où une situation de pouvoir existe, vous pouvez être sûr que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, les mégalos et les sociopathes s'y installeront. Puis, cette puissante entité dont vous espérez qu'elle serve et protège le peuple ne fera que l'exploiter et l'oppresser. C'est ce que tous les gouvernements ont toujours fait et continueront de faire tant que les peuples n'abandonneront pas leur croyance en l'autorité. C'est un système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce